Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce conseil municipal, bienvenue à la presse, bienvenue au public. Je vous propose d'abord de procéder à l'appel des présents. Merci. Merci, bonsoir. Donc Bayon de Noyer, Yves. Présent. Mérigot, Hélène. Bresson, Laurent. Présent. Andrzejewski, présente. Brouet. Présent. John, pardon. Gomez, Eliane. Gay, Patrick. Présent. David Mathieu, Christiane. Présent. Leclerc, Jean-François. Présent. Royer, Christian. Présent. Raoux, Michel. Présent. Villon, Patrick. Vedel, Chantal. Dupuis, Béatrice. Gomez, Lionel. Paulé-Gilles, Laetitia. Pereira Machado Elisabeth a donné pouvoir à Madame Hélène Mérigot. Jacquet Florian. Rémi Laurent a donné pouvoir à Lionel Gomez. Piasecki Valérie. Schneider Estelle. Bouillin Marine. Tatarenko Serge. Sampere Chantal. Jean Alain. Agoguet Fernandon Véronique. Ensuite, Giacomo Marc. Mathieu Stéphane a donné pouvoir à Monsieur Giacomo. Et ensuite, Madame Galtieri Sandra a donné pouvoir à Monsieur Marc Giacomo. Non, il n'y en a qu'un des deux qui peut faire, hein, quand même. Voilà. C'est juste Monsieur Mathieu. Voilà. Voilà. Très bien, notre conseil peut valablement se tenir. Donc, je vous propose, en ouverture de ce conseil municipal, de respecter un moment de silence en mémoire de Samuel Paty, sauvagement assassiné vendredi dernier par un islamiste fanatique. Il a été assassiné parce qu'il faisait son devoir d'enseignant en appliquant le programme d'éducation civique et morale en classe de 4e. Mort pour avoir enseigné la liberté, celle de pouvoir s'exprimer, celle de penser, celle de caricaturer. En l'assassinant, ce terroriste s'est attaqué à la République, à ses valeurs et à ceux qui la servent. Nous sommes tous, autour de cette table, des élus de la République. Et c'est donc bien nous qui sommes et avons été attaqués. Ne soyons pas dupes ou ignorants de ce fait. Restons attentifs, évitons les amalgames, mais disons les choses comme elles sont. Réveillons nos consciences, ne restons pas ceux qui ne veulent pas savoir, ceux qui ont peur, ceux qui ne veulent pas dire. À Samuel Paty, qui était un homme de dialogue et de passion, au dire de tous ses élèves et de ses collègues, nous disons ce soir que votre mort ne soit pas inutile. Je vous propose de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Pour que votre information soit complète, demain, les drapeaux de la commune seront en berne toute la journée. Et d'autre part, nous appelons à une minute de silence à 11h. Nous avons appelé bien évidemment l'ensemble des agents de la collectivité du CCAS, mais aussi l'ensemble des taurois. Donc il y aura un moment de recueillement, on verra si on se tient sur le parvis ou si les gens restent dans leur bureau, ça sera la liberté de chacun. Voilà, donc je vous remercie et on vit des moments qui ne sont pas faciles du tout. Donc nous pouvons ouvrir ce conseil municipal avec le premier point qui est l'approbation
du compte-rendu de la réunion du dernier conseil municipal du 22 septembre dernier. Donc, y a-t-il des questions? Donc, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, 1, 2, 3, 4 abstentions. Monsieur Tatarenko, vous lèverez bien votre doigt parce que comme il y a quelqu'un devant, voilà, merci bien. 4 abstentions. Donc, merci, adopté à la majorité. Le premier point traite des communications des décisions du maire que nous vous avons adressées. Donc, avez-vous des commentaires ou des questions? Donc, pas de commentaires ni de questions. Très bien, je vous remercie. Le premier point, donc, le premier rapport à l'ordre du jour, il y a 12 délibérations en tout, traite d'une délibération modificative numéro 1. Et je demande à Patrick Gay, adjoint aux finances, de bien vouloir nous la commenter. Merci Patrick. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Le Conseil municipal a adopté le 21 janvier 2020 le budget primitif principal. Puis, dans sa séance du 21 juillet, le Conseil municipal a adopté le budget supplémentaire 2020, reprenant les résultats de 2019 et les restes à réaliser. Le budget se présentait alors de la façon suivante, avec un total en dépenses et en recettes pour le fonctionnement de 8 801 255 €, et un budget investissement en dépenses et en recettes équilibré également de 7 760 955,72 €. Aujourd'hui, au vu de l'avancée de l'exécution de l'année, de la notification des différentes dotations, il est nécessaire de modifier la section de fonctionnement. Il est nécessaire également de modifier la section d'investissement, certains projets d'investissement ayant été annulés, d'autres ayant été se trouvant en surcoût ou au contraire en moindre coût. Ces modifications présentées ci-dessous nécessitent donc l'adoption d'une décision modificative. Nous commençons par la section de fonctionnement. Il n'y a qu'une dépense de fonctionnement qui est modifiée, c'est celle attribuant une subvention supplémentaire au CCAS de 50 000 €. Lors du vote du budget primitif 2020 de la commune, il a été inscrit une subvention d'équilibre au CCAS de 300 000 €. Cette subvention est versée chaque mois afin de sécuriser la trésorerie du CCAS. En août 2020, le conseil départemental a changé de prestataire pour la télégestion des services d'aide à domicile. Cette modification a entraîné un retard sur la facturation au conseil départemental de la part des prestations réalisées. Ce retard est d'environ 2 mois et représente un montant de 34 000 €. Donc c'est ce montant qu'il va falloir compenser. Par ailleurs, le CCAS, avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a engagé une démarche pour disposer de son propre système de télégestion pour l'ensemble des usagers. Cette acquisition financée à 100% s'élève à 15 000 €. Or, elle sera subventionnée, mais la subvention ne sera versée qu'après le paiement des factures. Donc il y a un problème de trésorerie qui se pose. Il faut 50 000 € supplémentaires au CCAS. Nous allons, lors de la prochaine délibération, voter cette modification, cette dotation supplémentaire. Donc, dans le fonctionnement également, les recettes de fonctionnement ont également changé. Et là, c'est une bonne surprise. La commune a reçu la notification des différentes dotations et celles-ci sont supérieures à la prévision budgétaire de 63 000 €. Donc, je ne donne pas le détail, mais enfin, tout augmente. Dotation globale de fonctionnement, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation. Donc le montant total des recettes de fonctionnement supplémentaires est de 63 000 €. Une fois qu'on enlève les 50 000 € de la subvention exceptionnelle au CCAS, ça nous permet d'augmenter par la différence le virement à la section d'investissement de 13 000 €. Passons maintenant à la section investissement. Alors, la section investissement, il y a à la fois modification des dépenses et des recettes d'investissement. Et la modification des dépenses obéit à deux possibilités. D'une part, une diminution des dépenses et d'autre part, une augmentation des dépenses. La diminution des dépenses résulte également de 2 possibilités. D'une part, il y a eu des projets qui ont été reportés ou ont connu une réalisation au moindre coût que prévu. Donc les projets reportés sont les suivants. Éclairage public sur 140 000 € reportés en raison de la crise sanitaire. Opération Beffroi Rempart
Opération reportée pour la réaliser en coordination avec la phase 2 du projet Cœur de Ville, moins 44 000 euros. Opération réalisation d'un boulodrome, les études sur cette opération sont reportées en 2021, moins 66 000 euros. Construction d'une halle sportive, les études sur cette opération sont reportées également en 2021 pour moins 48 000 euros. Il y a également deux projets pour lesquels les coûts ont été inférieurs à ce qui était budgété. Il s'agit de l'extension et réhabilitation du Bourdis. L'opération a pu être réalisée avec un coût moindre que prévu de moins 27 000 euros. Et également la réfection du réfectoire de l'école des Jardins. L'opération a pu être réalisée avec un coût moindre que prévu de moins de 10 000 euros. Et le mobilier pour 5 000 euros a été acquis sur les crédits du service hygiène et maintenance. Donc au total, le montant de diminution des crédits s'élève à 340 000 euros, ce qui est remarquablement exceptionnel par rapport aux années précédentes. Alors les projets nouveaux, par contre, qui nécessitent des crédits supplémentaires sont les suivants. Service hygiène et maintenance, suite au sinistre survenu dans le réfectoire de l'école des Jardins, du mobilier a dû être acheté pour un montant de 9 000 euros. Par ailleurs, la laveuse du gymnase est tombée en panne. Vu le coût de la réparation, il a été décidé d'en acquérir une nouvelle pour 8 500 euros. Donc un premier point. Deuxième point, service voirie. Il était prévu au budget l'acquisition d'un véhicule Ben électrique. Les crédits inscrits au budget ne sont pas suffisants. Il est nécessaire d'inscrire plus 5 000 euros. Et l'équivalent sera inscrit en recette pour enregistrer la prime d'État. Service festivité. L'équipe municipale souhaite soutenir ce secteur en acquérant un chalet en bois de 12 500 euros et la remorque permettant de le déplacer sans le démonter pour 7 500 euros. Il est également prévu l'acquisition d'un podium de 64 mètres carrés pour un montant de 13 500 euros. De plus, des illuminations supplémentaires vont être acquises pour 13 000 euros. Le total sur le service festivité s'élève donc à 46 500 euros. Opération Cœur de Ville. Afin de finaliser les différents avenants sur la tranche actuelle de travaux intégrant également les surcoûts liés aux mesures Covid, mais également d'engager les travaux de la tranche conditionnelle, il est nécessaire d'inscrire 286 000 euros supplémentaires sur cette opération. Opération Maison Gustave Roux, ex-maison Ribéry, il est inscrit 5 000 euros pour les divers avenants en surcoût. Opération vidéoprotection, 2 nouvelles caméras sont prévues sur les parkings de l'école des Jardins. Le câblage au nord de l'église est également prévu, ainsi que l'augmentation de la puissance de réception de la baie de l'église. Le tout nécessite un montant supplémentaire de l'opération de 6 000 euros. Opération construction de tennis couvert. Un surcoût de 24 000 euros doit être pris en compte pour le renforcement des fondations et la polychromie de la façade. Enfin, opération médecin, opération maison des médecins. Un 4e cabinet et une salle de petite opération ont été intégrés au projet, nécessitant un montant supplémentaire de l'opération de 96 000 euros. Le montant total des augmentations de crédit s'élève donc à 485 000 euros. Et le total de l'augmentation moins les diminutions s'élève à 145 000 euros. Donc il faut donc trouver 145 000 euros recettes supplémentaires. Alors, donc nous regardons maintenant la modification des recettes d'investissement. Alors il y a une subvention qui doit être touchée pour la restauration des remparts. Et donc l'opération est diminuée de 17 208 euros. L'acquisition d'un véhicule électrique, on en a parlé, va nous rapporter 5 000 euros. Nous rajoutons le virement à la section d'investissement 13 000 euros qui a été décidé en début de débat. Et enfin, pour financer la différence, c'est l'emprunt budgétaire qui fait le solde. Il est augmenté de 144 208 euros, portant celui-ci à 1 243 720 euros. L'ensemble de ces mouvements sont repris dans les tableaux présentés dans la délibération ci-après. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick de cette présentation. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, bonsoir à tous. Plusieurs précisions à apporter. Au sujet de la section d'investissement, l'opération 156, réfection du réfectoire de l'école, c'est pas quelque chose qui est pris en charge par l'assurance, ça? Si, mais la dépense doit être budgétée. Donc la recette est budgétée par ailleurs par l'assurance, mais là, nous sommes dans le budget dépenses
et nous sommes obligés de la budgéter. Ok. C'est comme les autres dossiers, on met toutes les dépenses, mais il y a aussi des recettes, par exemple des subventions. Mais on ne les traite pas dans cette section-là. D'accord. Autre question concernant le service festivités. Le matériel qui va être acquis profitera-t-il aux associations également? Est-ce qu'ils auront la possibilité de le louer? C'est pas également, c'est prioritairement. Donc ce matériel. Donc aujourd'hui, historiquement, nous avions deux buvettes qui étaient fabriquées en bois. Sur ces deux buvettes, il y en a une qui est plus que brinque-ballante et ne peut plus être utilisée puisque c'est des buvettes qui étaient montées et démontées à chaque opération. Et la deuxième, elle est en très très mauvais état et on récupère des pièces sur la première de façon à monter sur cette deuxième buvette. Et donc, ces buvettes sont strictement et exclusivement mises à la disposition des associations. Peut-être qu'historiquement, la commune s'en est déjà servi une fois, mais c'est exceptionnel, bien sûr. Donc, oui, je vous en prie. Une question qui concerne les travaux, l'opération Cœur de Ville. Vous parlez de la tranche conditionnelle, mais on a approuvé des tranches optionnelles, mais la tranche conditionnelle, c'est quoi? Dans quel chapitre? Investissement toujours, opération 146, Cœur de Ville, afin de... Oui, tranche alors, conditionnelle 3. Donc, quand on a traité le dossier, il a été traité de 3 tranches. Une première tranche qui est en train de s'achever, après une deuxième tranche conditionnelle qui est des deux côtés du beffroi, pour faire simple, hein, et la place de la Liberté, et une tranche conditionnelle 3 qui est la rue Gustave-Roux, comme c'est noté. Et donc, cette tranche conditionnelle 3 va démarrer, ou est en cours de démarrer, voilà, de façon à pouvoir être terminée d'ici la fin du mois de décembre. Donc, ce n'est pas optionnel, c'est conditionnel. Oui, c'est-à-dire que les entreprises ont répondu aux appels d'offres, ont soumis des cotations, mais on s'est donné la liberté, la possibilité de qualifier le marché ou au contraire de le décaler, de le reporter ou éventuellement de l'annuler, de façon à ne pas avoir les mains complètement bloquées. Donc là, nous maintenons, je dirais, ces marchés et les travaux vont démarrer. Donc ça fait partie des 3 millions de 700 ou 0,6 qui ont été qui ont fait l'objet des travaux, des marchés de travaux au départ. Exactement. D'accord. Alors, ça serait bien d'utiliser les mêmes termes à chaque fois, c'est assez compliqué à suivre, parce qu'en fait, c'est la tranche 1 fonctionnelle qui comporte 3 tranches optionnelles. Alors, c'est un peu compliqué pour nous de suivre tout ça. Alors, si vous pouviez veiller à utiliser le même jargon à chaque fois, ce serait sympa. Mais voilà. Elle a toujours été appelée tranche conditionnelle, mais bon, les délibérations et non, c'est optionnel. Donc c'est pour ça que ça nous induit en erreur et c'est pour ça l'objet de ma question, pourquoi une tranche conditionnelle? Voilà. D'accord. Mais merci pour la précision. Je vous en prie. Très bien. Pas d'autres questions? Oui, monsieur Tatarenko, je vous en prie. Alors voilà, c'est juste quelques petites questions. Comme vous l'avez signalé, les dépenses d'investissement augmentent de 145 000 €, hein, ce qui n'est pas excessif, bon, et qui est facilité aussi par le nombre important de reports bien compréhensifs, hein, pour la plupart. Et donc ceci amène à augmenter l'emprunt budgétaire 2020 de 144 208 €. L'encours de la dette au 1er janvier 2020 était de 6 825 448 €. Est-ce que vous pourriez nous donner votre estimation sur ce que sera l'encours de la dette au 1er janvier 2021? Est-ce qu'on aura franchi la barre des 7 millions ou pas? Alors, il me semble que j'avais expliqué la dernière fois, si vous voulez, que sur l'exercice en cours, il n'y aurait pas de recours physique à l'emprunt. Donc là, on est dans un traitement comptable des choses. On ne peut pas voter un budget en déséquilibre. Non. Donc c'est pour ça que
Le recours à l'emprunt, c'est la variable d'ajustement de trésorerie. Bon, en revanche, la trésorerie de la commune permet de passer toute l'année 2020 sans recours physique à l'emprunt. Et aujourd'hui, nous ne négocions pas d'emprunt. Donc je peux vous affirmer que le montant de la dette que vous avez rappelé, qui était de 6 millions et des bricoles au 1er janvier, sera inférieur à cette somme au 31 décembre 2020. Je l'avais annoncé lors du premier conseil municipal, donc je le reconfirme. Alors, sauf événement particulier, mais la somme que vous voyez apparaître, 1 240 000, ne sera pas un recours physique à l'emprunt. D'accord ? C'est un traitement comptable. D'accord, merci pour ces précisions. Je vous en prie. Et d'autre part, en ce qui concerne donc l'augmentation des dépenses d'investissement au niveau cœur de ville, il y a une partie pour 285 000 euros. Hein, il y a une partie qui concerne des avenants et une partie, donc, l'engagement pour la tranche conditionnelle 3. Je voulais simplement savoir si la partie concernant les avenants était la même que sur la délibération que l'on doit voter un peu plus tard sur un certain nombre d'avenants. Est-ce que c'est de ces avenants-là dont il s'agit? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. C'est du même traitement, quoi. Oui, D'accord. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc d'en délibérer et de décider la modification des crédits du budget principal de l'exercice 2020 dans les dépenses de fonctionnement, comme ceci vous a été, je dirais, montré, dans les recettes de fonctionnement, puisqu'elles sont en augmentation, et dans le budget d'investissement, que ce soit en dépenses ou en recettes, comme ceci vous a été démontré. Y a-t-il des votes contre? Donc 4 contre, des abstentions. Donc une abstention, donc adopté à la majorité. Je vous en remercie. La délibération suivante, qui est la conséquence de ce que nous venons de voter, traite de la subvention exceptionnelle pour le CCAS pour l'exercice 2020. Et je demande à Hélène Mérigot de bien vouloir la présenter. Merci. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire court puisque vous avez déjà les éléments. La subvention habituelle, qui est la subvention d'équilibre du CCAS, est de 300 000. Cette année, il y a eu un changement de prestataire du conseil départemental pour la télégestion des services d'aide à domicile. Entre ça et le Covid, le département a un petit peu tardé, enfin tarde d'ailleurs encore, à régler les prestations qui ont été réalisées. Donc, estimé à 2 mois, nous estimons cela à un montant de 34 000 euros. Par ailleurs, nous avons aussi maintenant notre propre système de télégestion pour l'ensemble des usagers qui facilite grandement le travail du personnel. Cette acquisition représente 15 000 euros, mais il y a une subvention qui a été demandée qui n'est pas encore rentrée. Donc, afin d'assurer la trésorerie du CCAS, il est proposé d'attribuer au CCAS une subvention exceptionnelle de 50 000 euros, montant maximum. Si on peut s'en passer, on le fera. Je vous propose donc d'attribuer la subvention exceptionnelle de 50 000 euros au CCAS qui sera imputée sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante, article 657 362, subvention de fonctionnement aux organismes publics CCAS, dont les crédits ont été inscrits dans le cadre de la délibération modificative numéro 1 votée précédemment. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Hélène. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'en délibérer et d'attribuer une subvention exceptionnelle de 50 000 euros au CCAS qui sera imputée sur le chapitre 65. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante traite des avenants numéro 2 au lot 1, 2, 3, 4 et 5 du marché de travaux d'aménagement Cœur de Ville. Et je demande à Lionel Gomez, qui pilote ce chantier, de bien vouloir nous la présenter. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vous rappelle les travaux du projet Cœur de Ville qui sont en 3 tranches. La tranche ferme qui était réalisée actuellement, qui
qui comporte la place de l'Église, la rue de la République, la rue Pierre-Goujon, la rue Pasteur, la rue Malmaillon, l'impasse des Roses ainsi que l'impasse des Églantines. La tranche suivante qui va être réalisée prochainement, la rue Gustave Roux, et la suivante qui sera faite plus tard, la place du Marché, la place du 8 mai et du 11 novembre, et rue Pasteur. Par délibération du 18 juillet 2019, la commune du Thor a attribué les marchés de travaux d'aménagement au cœur de ville répartis en 5 lots. Ensuite, par délibération en date du 25 février 2020, la commune du Thor a approuvé les avenants numéro 1 au marché de travaux d'aménagement du cœur de ville, lot de 1 à 5. À ce jour, compte tenu des alinéas de chantier de circonstances imprévues, je vous rappelle les inondations, le Covid, les conséquences de la crise sanitaire, il convient de valider de nouveaux avenants à ce projet dans les conditions suivantes. Le lot numéro 1, l'entreprise titulaire, le groupement Néo-Travaux Méreux BTP. Les branchements individuels affleurants non répertoriés rue Pierre-Goujon, Malmaillon et République rencontrés lors des travaux de construction de la route ne permettaient pas de poser avec une pente suffisante les caniveaux aériens. Il a été retenu de créer ou de modifier des réseaux souterrains. Lors de la construction du quai de béton, il a été constaté qu'une fondation de rempart insuffisante qui ne permettait pas de soutenir correctement le nouvel ouvrage. Il a été retenu la réalisation des bêches et la réalisation d'un ouvrage pluvial formé par un cadre métallique. Il est à noter que la solution retenue a permis également de former un retrait par rapport à l'ouvrage ancien. L'impact sur la rivière du nouveau quai est ainsi nul. Enfin, il a été décidé de revenir sur le choix d'un enrobé coloré. En effet, les expériences récentes de la réfection suite à des sinistres sur les réseaux ont montré l'incapacité à réaliser des réfections homogènes. De plus, les enrobés colorés s'encrassent et se tachent de façon irréversible, perdant toute leur qualité esthétique. Il a été choisi de poser un enrobé classique agrémenté de miroirs scintillants en éclairage nocturne. Ce qui constitue une plus-value globale de 129 379 000 € 90 centimes hors taxe, soit 155 255,88 TTC pour la tranche ferme du lot numéro 1, qui passe de 471 041,75 à 600 421,65 hors taxe. Lot numéro 2, revêtement des sols, maçonnerie, les titulaires étant le groupement Agilis, Sol-Provence, Urba-TP. Ce groupement propose une modification de la répartition entre co-traitants de leurs prestations au vu du déroulement du chantier. Par ailleurs, il a été décidé de procéder à une restauration plus aboutie de l'ensemble de la croix de mission et non une simple réparation des éléments en pierre, ce qui constitue une plus-value globale de 10 571 € hors taxe pour la tranche ferme du lot numéro 2 qui passe de 1 4 343 € hors taxe à 1 14 914 hors taxe. Mais beaucoup de chiffres. L'entreprise Urba-TP a proposé de faire réaliser cette prestation dont elle ne maîtrisait pas la technique à la division monuments historiques de la société Néo-Travaux. Le lot numéro 3, plantation, mobilier, le titulaire est la société SMEV. Il a été proposé de modifier diverses prestations, notamment les bornes, les treilles, la qualité de certains végétaux. De même, il est proposé de parfaire la qualité de l'aménagement paysager au niveau du quai nord de l'église par la réalisation d'une berge plantée protectrice et la création de jardinières végétalisées autour de l'ensemble de containers à ordures ménagères. Ce qui constitue une moins-value globale de 4 349,70 € hors taxe pour la tranche ferme du lot numéro 3, qui passe donc de 92 729 hors taxe à 88 379,30 hors taxe. Le lot numéro 4, les serrureries, menuiseries, titulaire la société Masfer. Il est proposé de modifier certaines treilles au vu des échanges avec certains riverains. Certains clous métalliques ont été supprimés. Le pupitre d'information sera supprimé eu égard au projet intercommunal de communication sur les éléments patrimoniaux, harmonisés au niveau des 5 communes, ce qui constitue une moins-value globale
de 9 590 € hors taxe pour la tranche ferme du lot numéro 3, qui passe de 60 168 € hors taxe à 50 578 € hors taxe. Pour l'ensemble des lots de 1 à 5, les délais d'exécution du marché sont augmentés à 115,5 jours au vu des modifications du réseau pluvial, de la réalisation des fondations complémentaires sur le quai et des arrêts de chantier. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Lionel. Y a-t-il des questions? Madame Agouguet, oui. Oui, au sujet de la modification du lot 3, plantation mobilier, je suis un peu inquiète quand même parce qu'on dit qu'on va faire de meilleure qualité, puis en fait le budget est plus bas que prévu. Donc je voulais savoir exactement ce qu'il en est, où sont réalisées les économies. Comme indiqué, les économies sont plutôt faites sur la treille, non pas sur les plantations. Sur les treilles divers, comme on a enlevé les clous métalliques, comme précisé. Les clous métalliques, c'était des parties qui étaient sur les treilles, c'est des clous qui étaient usinés spécialement, qu'on a fait enlever, qui ne servaient pas à grand-chose une fois que le feuillage aurait recouvert la treille. Voilà. On a supprimé certaines treilles dans la rue. Vous les remettez pas? Non. Pour... Parce qu'on s'est aperçu qu'au bout d'un moment, il y a des endroits qu'elles ne servaient pas. C'est pas une idée qu'elles servent ou pas qu'elles servent. Elles permettent d'abaisser les îlots de chaleur, ces treilles. Bien sûr, mais il y avait des endroits où elles avaient un lieu spécifique et on a jugé que ce n'était pas utile. Ou alors on a eu un exemple concret dans la rue Pierre-Goujon, une personne qui n'a pas voulu parce que son fils était allergique aux plantes. Donc on a supprimé la treille à ce niveau-là. On s'est adapté au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc globalement, c'est une baisse de végétalisation de la rue? Non, pas forcément. Parce qu'on en a agrandi une que vous verrez plus tard qui va apparaître au niveau de la place de l'église. Pour compléter, j'ai dit qu'on en a rajouté aussi où des voisins, des riverains n'en voulaient pas et sont venus nous voir après en disant ben, finalement on accepte la proposition qui a été faite au départ. Donc à certains endroits elles ont été supprimées mais elles ont été rajoutées à d'autres endroits où elles n'étaient pas prévues. Y a-t-il des autres questions? Oui, Madame Agouguet. Oui, je voudrais savoir où on en est par rapport au budget prévisionnel total qui était de 3 600 et quelques, et je voulais savoir où on en est actuellement. Bien, le budget est constitué de ces 3 tranches. La troisième, enfin celle qui est baptisée deuxième au marché et qui va se dérouler dans un troisième temps, est d'un poids équivalent, je dirais, à la première. Et donc, nous sommes amenés à affiner le projet, et certainement pour le rendre moins coûteux, et deuxièmement, donc, à relancer une consultation auprès des entreprises. Donc, c'est une fois que cette opération sera réalisée, de consultation, que je pourrai annoncer le montant, je dirais, d'atterrissage du budget global de l'opération Cœur de Ville. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, donc je vous remercie. Je vous propose donc d'en délibérer et d'approuver les différentes modifications pour le lot numéro 1, plus 129 379,90 hors taxe. Pour le lot numéro 2, plus 10 571,27 hors taxe. Pour le lot numéro 3, une moins-value de 4 349,70 hors taxe. Pour le lot numéro 4, une moins-value de 9 590 € hors taxe. Et d'approuver, bien évidemment, la prolongation des délais d'exécution pour prendre en compte les différentes aléas que nous avons connus. Je vous remercie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions, 5 abstentions. Alors 6 abstentions. Et tout à l'heure, j'ai dit une abstention, c'est 2 qu'il fallait compter. 2. Voilà, excusez-moi, monsieur. Donc, merci bien, approuvé à la majorité. Nous traitons maintenant un dossier qui concerne l'EHPAD Les Cigales, qui nous a sollicité pour l'accompagner dans les travaux d'extension et de restructuration de l'EHPAD
sous la forme d'une garantie d'emprunt. Donc l'EHPAD Les Cigales a engagé une opération d'extension et de restructuration qui est importante. Et dans ce cadre-là, il a sollicité et obtenu un prêt locatif PLS de 2 400 000 euros auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel. Malgré la garantie apportée par la commune, puisque nous l'avions voté, le crédit mutuel n'a pas accordé ce crédit parce qu'il demandait une solidarité également de la part du département, mais sur la totalité. Donc l'EHPAD s'est retourné vers la Caisse des dépôts et consignations qui a accordé à l'EHPAD une ligne de prêt dont les caractéristiques sont 2 400 000 en principal, garantie sollicitée pour notre part 50%, durée de la période d'amortissement 25 ans et un taux d'intérêt annuel de 0,79. Alors, comme vous le savez, il existe un certain nombre de règles, je dirais, de sûreté pour qu'une collectivité puisse garantir les emprunts, mais celle-ci ne s'applique pas quand la garantie concerne des opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés avec le bénéfice de prêts aidés par l'État, ce qui est vraiment le cas de l'EHPAD, puisque la totalité du dossier fait à peu près 4 millions d'euros. Donc il est intéressant d'étudier les différentes règles de sûreté, la somme des annuités réelles de la collectivité, des emprunts déjà garantis et de la première annuité de l'emprunt à garantir ne doit pas dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement. Donc le taux actuel pour notre commune, si on appliquait ceci, serait inférieur à 16%. La deuxième, c'est que le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur ne doit pas dépasser 10% des emprunts garantis. En effet, les emprunts garantis par la commune concernent un nombre limité de bénéficiaires. La société Vaucluse Logement, devenue Grand Delta Habitat, l'OPH Mistral Habitat, devenu Valis Habitat, l'OPHLM de la ville d'Avignon, qui est devenu Valis Habitat également, et l'établissement public de la maison de retraite de l'EHPAD. Cette règle n'est pas appliquée. La quotité garantie pour une collectivité sur un même emprunt ne doit pas excéder 50%. Cette condition s'applique à la garantie sollicitée. Donc, au vu de l'intérêt de cette opération, de l'encouragement que nous voulons apporter à l'EHPAD, je vous propose de répondre favorablement à cette demande et de prendre la délibération nécessaire accordant la garantie de la commune pour le remboursement de l'emprunt cité ci-dessus. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. Juste une question sur la procédure de recours de la famille Courtet contre le permis de construire. Je voulais savoir comment ça s'était soldé. Ça s'est soldé que la famille a d'abord fait un premier recours en référé, sur lequel elle a été déboutée, et les juges du référé se sont même prononcés largement sur le fond. Donc leur argumentation était basée sur le fond. Donc voilà, donc de ce côté-là, ils n'ont pas fait appel de ce référé. Et par ailleurs, ils ont entamé une procédure sur le fond, mais qui tarde énormément et sur laquelle, je pense, ils font peu d'espoir, vu la position qui a été prise par le tribunal administratif dans le cadre du référé. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je propose d'en délibérer et de décider d'accorder notre garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 2 400 000 euros, tel que ceci vous a été expliqué, que cette garantie est donnée pour toute la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement, c'est-à-dire 25 ans, et bien évidemment que dans le cas où la garantie serait actionnée, nous nous engageons à mettre des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. C'est la raison de la garantie, quoi. Voilà. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. L'EHPAD vous remercie chaleureusement. Donc, nous allons procéder maintenant à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, d'une part, et de la commission de délégation de services publics, d'autre part. Donc, vous savez que le dernier conseil municipal, nous avons voté les règles de fonctionnement de ces deux commissions. Il était prévu que les candidatures devaient être déposées 2 jours avant ce conseil municipal. Donc nous avons reçu 2 listes de candidatures
une première donc, de la liste de Madame Agoguet-Fernaillon. Donc, pour la commission DSP, titulaire Véronique Agoguet-Fernaillon et Alain Jean, et suppléant, oui c'est ça, Chantal Sampéré et Alain Jean, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Titulaire Véronique Agoguet-Fernaillon et Serge Tatarenko, et suppléant Chantal Sampéré et Alain Jean. Et nous avons reçu une candidature de la liste majorité, donc titulaire John Brouet, Lionel Gomez, Christian Royer, Laurent Bresson, Laetitia Paulet, et suppléant Christiane David, Florian Jacquet, Hélène Mérigot, Jean-François Leclerc et Eliane Gomez. Donc nous devons procéder, je pense que c'est obligatoire, Hélène, à un vote par bulletin secret. Malheureusement, on ne peut pas procéder à main levée. Voilà, donc c'est un vote à la proportionnelle. Il y a un problème là? Oui, la tête de liste. Oui, vous avez parlé de la DSP. Là, c'est la commission d'appel. Tu as dit la DSP. Oui, c'est ça. Pour la liste DSP, titulaire Véronique Agoguet-Fernaillon. Mais non, j'ai le mail qu'a adressé Madame. Ah oui, le document que vous avez sous les yeux, c'est l'appel d'offres. Voilà. D'accord, ok. Oui. D'accord. C'est comme votre mail était libellé comme ça, c'est moi qui ai commis une erreur. Je m'en excuse. Donc je reprends, et ça traite de la commission d'appel d'offres, pour lesquelles nous avons une première liste, titulaire Alain Jean et suppléant Véronique, titulaire Véronique Agoguet-Fernaillon et suppléant Serge Tatarenko et suppléant Chantal Sampéré. Voilà. Et pour la liste Agir pour le tort, je les rappelle, John Brouet, Lionel Gomez, Christian Royer, Laurent Bresson, Laetitia Paulet et suppléant Christiane David, Florian Jacquet, Hélène Mérigot, Jean-François Leclerc et Eliane Gomez. Donc nous allons voter à la proportionnelle, au plus fort reste. Et on doit voter par... Et vous mettez les têtes de liste. Donc vous mettez John Brouet pour la liste majorité, vous mettez Véronique Agoguet-Fernaillon pour la liste d'opposition. Comme vous voulez, si vous voulez. Alors oui, petit détail, je demande deux assesseurs, dont un qui serait de la liste groupe majorité. Béatrice Dupuis s'est déclarée candidate et nous l'acceptons très volontiers. Et dans le groupe d'opposition, est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez Monsieur Mathieu? Comme vous voulez. Vous êtes candidat? Voilà, très bien, merci. Donc on a une boîte là qui va tourner. Hélène, vous la faites tourner? Restez, oui. Bon, tu peux rester assise, hein, vous contrôlez que les opérations se passent bien et vous viendrez dépouiller après. Oui, ceux qui ont un pouvoir, ceux qui ont un pouvoir là, vous mettez deux. Ceux qui ont un pouvoir, vous mettez deux. J'espère que ça a été fait. Oui, c'est prévu. C'est pour ça que je me demandais pourquoi j'avais autant de bulletins. Je représente Élise. Tu as un pouvoir? Non. Toi, tu as un pouvoir? Moi, j'ai un pouvoir, c'est bon. Ils sont calmes ce soir. Oui.
positionnement de notre commune quant au projet de transfert de compétences du plan local d'urbanisme à la communauté de communes des Pays de Sorgues. Et John, comme tu as été élu triomphalement, c'est toi qui vas présenter ce dossier. Merci. Merci Yves. Alors, la communauté de communes Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse n'est actuellement pas compétente en matière de plan local d'urbanisme. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en son article 19, a encouragé l'élaboration intercommunale des PLU. Afin d'accélérer la mise en œuvre des PLU, la loi ALUR prévoit dans son article 136 que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent décider jusqu'au 31 décembre 2020 de transférer la compétence en matière du PLU et, à défaut, si les communes ne se sont pas prononcées en faveur du transfert, celui-ci sera automatique au 31 décembre 2020. Toutefois, la loi prévoit la possibilité d'un rapport de transfert automatique en cas d'opposition des communes membres. Si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'opposent au transfert automatique, à l'échéance du 31 décembre 2020. Ce transfert est alors reporté aux prochaines élections municipales. Le PLU de la commune a été approuvé par délibération du conseil municipal du 16 mars 2017. Il a fait l'objet d'une révision allégée approuvée le 20 novembre 2018 et d'une modification approuvée le 25 février 2020. Les conditions de la planification du projet d'aménagement et de développement durable du PLU de la commune ne permettent pas aujourd'hui de garantir sa mise en œuvre dans le cadre du transfert au 31 décembre 2020 de la compétence en matière du PLU à la communauté des communes. Par conséquent, il est proposé de s'opposer au transfert automatique à compter du 31 décembre 2020 de la compétence en matière du PLU à la communauté des communes et Mont de Vaucluse. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci John. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, Madame Agoguet. Oui, en janvier 2018, on avait déjà refusé le transfert de compétences, mais il y avait une explication puisque le PLU allait être approuvé dans la foulée à la suite. Mais là, j'aimerais que vous détailliez un petit peu plus votre position par rapport au transfert de compétences. Ce point a été abordé en conseil communautaire, enfin en bureau, et bien évidemment, il va être abordé en conseil communautaire. La totalité des communes membres du Conseil sont opposées à ce transfert. Bon, et nous, personnellement, nous estimons que le PLU est un outil à la disposition des communes et que d'éloigner des citoyens les décisions qui les concernent en matière d'urbanisme, nous estimons que ça serait fondamentalement une erreur. Donc il y a des choses qu'il faut pouvoir basculer en intercommunalité parce que ça fait jouer les synergies, ça limite les coûts, etc. Et on en a fait plusieurs. En revanche, la décision du PLU, qui est une décision quand même structurante pour les années qui viennent, il serait très, me semble-t-il, très dommageable de l'éloigner. D'autant plus que les PLU sont aussi sous l'autorité des SCOT. C'est-à-dire qu'une commune ne peut pas faire n'importe quoi, au-delà des réglementations, des lois, etc. Mais aussi, elle a ses propres lois qui dépendent de ce qui s'est passé au niveau des SCOT. Et donc, de laisser un espace à chaque commune de pouvoir mettre en place son PLU, tous les 10 ans environ, me paraît être un gage de démocratie. Et tout ce qui va l'éloigner, parce que la prochaine étape, si on le transfère à la communauté de communes, c'est pourquoi pas au niveau du département, à la préfecture, et moyennant quoi il n'y aura plus de démocratie appliquée à l'urbanisme dans nos territoires. Donc voilà ma position, c'est celle que j'ai défendue au bureau, qui est partagée par les autres
collègues des autres collectivités. Donc aucun n'a sollicité, je dirais, ce transfert. Voilà. Oui, Monsieur Tatarenko, je vous en prie. Oui, si le report de transfert est effectif, quelle est l'étape suivante? Parce que ça va revenir sur la table, immanquablement. Est-ce que c'est au début du mandat municipal suivant? Est-ce que c'est avant? Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, mais ça va revenir, ça c'est certain. Ceci n'est pas encore, je dirais, décidé par la loi. Vous avez pu voir quand même qu'il y a eu un certain nombre d'allers-retours sur ces transferts aux intercommunalités. Une loi est passée sur tout le début de l'année, à l'initiative d'ailleurs du Sénat, disant qu'il fallait redonner plus de pouvoir de décision aux communes et ne pas systématiquement tout basculer, hein, excusez-moi cette expression, mais au niveau des intercommunalités. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça sera jusqu'aux prochaines élections qu'il n'y aura pas ce transfert. La question se reposera, mais il est fort possible que d'ici là, la loi aura évolué. Je n'ai pas d'informations particulières, hein, mais il est fort possible qu'elle ait évolué, parce qu'à force d'éloigner les décisions qui concernent les habitants, je dirais, de la démocratie immédiate qui peut les prendre, on arrive à faire des gestions administratives, et je ne pense pas que ça soit très sain, quoi. Voilà. Donc peut-être que les gens vont comprendre ça. Alors, ça peut poser un problème pour les petites communes qui manquent peut-être de moyens ou de compétences, et pour qui mettre en place un PLU est d'un coût et d'une lourdeur importante. Ça, je ne conteste pas. Peut-être que là, les intercommunalités pourraient plus les aider en détachant un certain nombre de moyens fonctionnaires, hein, mais ce n'est pas encore, je dirais, le cas. Oui, Madame Agoguet. Oui, Fontaine est sous le régime du règlement national d'urbanisme à défaut de PLU. Qu'est-ce qu'il en est pour Soman également? Non, ils ont leur propre PLU. Hein. Oui, oui, oui. La question se pose effectivement pour Fontaine. Comme Châteauneuf et comme l'Île-sur-la-Sorgue. Oui, enfin Châteauneuf a un PLU, mais Fontaine c'est particulier, il n'y a pas de PLU. Mais je crois qu'ils ne sont pas favorables non plus à l'Interco, hein, pour le transfert de compétences. Ils ont lancé l'opération, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le train quand il fallait la dernière mandature, mais là ils ont lancé l'opération pour construire un PLU. Voilà, ils sont aux premières étapes, le PADD, ce qu'on a connu, quoi. Plus de questions, donc je vous propose d'en délibérer. Et au travers de la présentation effectuée par John Brouet, décider que notre commune s'oppose au transfert automatique à compter du 31 décembre 2020 de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté de communes des Pays de Sorgue et Mont de Vaucluse, conformément aux conditions prévues par la loi 2014-366 dans son article 136. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions. Adopté à la majorité. John va nous présenter l'aboutissement donc de la cession d'un tronçon désaffecté du chemin rural dit chemin Tépu, cession à la SPL, puisque nous avions lancé donc une enquête publique lors des derniers précédents conseils municipaux. John, tu as la parole. Merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, dans sa séance du 21 juillet 2020, le conseil municipal a constaté la désaffection d'un tronçon d'environ 850 m², dit chemin Tépu. La partie est située dans la ZAC Saint-Joseph. La SPL, territoire de Vaucluse en charge de l'aménagement de la ZAC, a fait partie de son souhait d'acquérir ces parcelles. Cadastrées BP 101, 102, 103, 104, 105, 106. Par courrier en date du 28 septembre 2020. La société publique locale Territoire de Vaucluse a confirmé son accord pour acquérir environ 850 m² de cette partie de l'ancien chemin. Cette cession est consentie pour un montant de 3 400 €. Le pôle d'évaluation domaniale a estimé la valeur vénale à 4 € le mètre-carré. Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette décision
et autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci John. Y a-t-il des questions? Donc pas de questions. Je vous propose de décider de céder à la SPL Territoire de Vaucluse un tronçon du chemin rural désaffecté dit chemin rural Tépu, conformément à ce qui vient de vous être présenté. De confier Maître Clio Perronnet, notaire Avignon, à la rédaction de l'acte définitif et dit que les frais de notaire sont à la charge de la SPL. Et autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante traite de la mise en œuvre du régime des astreintes. Et je demande à Florian Jacquet, qui est délégué en charge des ressources humaines, de bien vouloir nous la présenter s'il a un bon micro. Merci. Merci. Si tout le monde m'entend, oui, oui. Monsieur le maire, chers collègues, certains agents de la collectivité peuvent être amenés à effectuer des astreintes. L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. Pendant ces périodes, les agents peuvent être appelés à accomplir un travail effectif. Dans ce cas, le temps de travail ainsi que le temps de déplacement aller et retour est rémunéré sous forme d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ou récupéré de la même manière, au choix de l'agent. Il est à noter que ne peuvent pas prétendre à une indemnité d'astreinte ni à un repos compensateur les agents logés par nécessité absolue de service et ceux bénéficiant d'une bonification indiciaire perçue au titre de fonction de responsabilité supérieure. Il revient à l'Assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer la liste des cas dans lesquels ces astreintes peuvent être mises en place, ainsi que les modalités d'organisation et la liste des emplois concernés. Les tableaux ci-dessous précisent les montants. Je vous laisse en prendre connaissance pour les agents de l'ensemble des filières, sauf la filière technique qui est un peu particulière, puisqu'on a 3 catégories. Les astreintes de sécurité pour l'ensemble des agents qui constatent une action renforcée et imprévue. Les astreintes d'exploitation qui interviennent quand il est nécessaire de participer à l'organisation d'un plan d'intervention, réservé aux agents de catégorie B et C, et enfin les astreintes de décision réservées aux agents d'encadrement qui interviennent en cas d'événement imprévu survenant en dehors des heures de travail normales et nécessitant une réaction immédiate. Les montants des astreintes de sécurité ou d'exploitation fixés pour la filière technique sont majorés de 50% lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte moins de 15 jours francs avant le début de la période prévue. Parallèlement, si l'agent est amené à intervenir durant son astreinte, il percevra des IHTS, les fameuses indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Seuls peuvent y prétendre les agents de catégorie B et C, puisque les agents de catégorie A n'y ont pas droit. Vous avez dans le tableau qui suit le montant de ces fameuses IHTS. Je vous propose de bien vouloir en délibérer. Je vous passe le détail sur la récurrence et la répétition des astreintes à éviter pour éviter de trop grands périodes de travail sur une période de ramassée. Je vous remercie. Merci Florian. Avez-vous des questions sur ce chapitre? Oui, je vous en prie, monsieur Léon. Oui, bonjour. C'est surtout sur l'astreinte d'exploitation. Bon, l'aspect, pardon? C'est surtout, pardon, sur le masque, c'est surtout sur l'astreinte d'exploitation. Bon, nous sommes favorables, car c'est un plus pour l'usager. Par contre, je vois en page 3, à noter, il n'est pas obligatoire qu'il y ait 2 agents d'astreinte. Au vu du besoin peu élevé d'intervention, un seul agent par semaine pourrait s'avérer suffisant. Je parle par expérience. Je trouve que faire intervenir de nuit un agent isolé peut s'avérer inefficace et surtout dangereux quand il intervient sous circulation, car bien sûr, il ne peut pas être protégé. Donc je trouve que c'est tout à fait dommage de mettre une astreinte en place et de ne pas mettre les moyens. Voilà. Je comprends ce que vous voulez dire. Bon, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que le besoin est très peu élevé. Et en revanche, si vous doublez les astreintes, vous doublez les coûts. Et donc la gestion, c'est effectivement de trouver le bon chemin pour éviter de doubler les coûts de façon inutile, quoi. Voilà.
D'autre part, attendez, si vous permettez, d'autre part, dans le cas où il y aurait, on va désigner l'agent B comme d'astreinte. L'agent B se rend sur les lieux, se rend compte qu'il y a nécessité d'intervenir. On a toujours des personnes qui sont sans être d'astreinte, mais ont de la disponibilité, parce que d'une part, elles sont logées dans des bâtiments communaux, et enfin, le directeur des services techniques, son téléphone est ouvert jour et nuit, et s'il y a une incidence, si vous voulez, lourde, une décision à prendre, etc., il peut aussi être joint dans le cas où ça nous est arrivé une fois ou deux, et le maire, bien évidemment. Voilà, donc je pense quand même que la sécurité est complètement assurée. Ouais. Si je pourrais pas de je comprends par rapport au coût, mais à mon avis, la sécurité du personnel, ça n'a pas de prix. C'est là-dessus que je voulais réintervenir en disant, je pense que en connaissant, en pratiquant un régime d'astreinte et compagnie, c'est très dangereux d'intervenir en circulation tout seul. Oui, non, mais la sécurité du personnel n'a pas de prix. Je partage complètement votre opinion, mais les réponses que je vous ai apportées vous amènent la preuve, si vous voulez, qu'on s'assure de cette sécurité. Voilà. Donc, bon, et tout ceci a été vu, bien évidemment, par les représentants du personnel au sein du CT. Hein. Donc, ça a été débattu, étudié et voté par eux. Hein. Donc, leur avis n'est que consultatif, mais ils ont voté la totalité de ce processus. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous proposer donc d'en délibérer et de décider de la mise en place du système d'astreinte pour les agents titulaires, stagiaires et non stagiaires, tel que ceci vous a été présenté, et décider que les périodes d'astreinte seront au choix des agents compensées ou rémunérées conformément au texte en vigueur. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante traite de la création d'un poste de vacataire pour l'espace jeunesse. Et donc, c'est Eliane qui va nous le présenter. Merci. Donc, pendant l'année scolaire, le service jeunesse de la commune propose un programme d'activités sportives et culturelles aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse CityView. Ces activités peuvent être assurées sous forme d'ateliers hebdomadaires proposés aux jeunes adhérents de 12 à 17 ans. Certaines de ces prestations doivent être dispensées par des intervenants possédant la formation nécessaire et pour lesquels la commune propose un contrat de travail. Le caractère ponctuel de ces emplois ainsi que la spécificité de la formation requise ne permettent pas de recruter ces personnes sur un statut d'agent titulaire de la fonction publique. De plus, le mode de rémunération prévu est celui de la vacation, correspondant à une prestation quelle que soit sa durée. Donc, conformément au décret 88-145 de 15 février 1988, les personnes recrutées dans ces conditions ont considéré comme des participants occasionnels à l'action publique et soumis au statut de vacataire. Donc, pour l'année scolaire 2020-2021, il est proposé aux jeunes fréquentant l'espace jeunesse CityView une activité hebdomadaire le mercredi, un atelier workshop street art, donc la fresque sur murale. Il convient donc de créer un poste de vacataire intervenant une fois par semaine. La durée de cet atelier est fixée à 1h30, donc une vacation. La rémunération de l'intervenant est fixée, quant à elle, à 30 € la vacation. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de mettre en place un atelier workshop street art pour les jeunes inscrits à l'espace jeunesse pour les mercredis du 21 octobre au 2 juillet et donc de créer un poste de vacataire afin d'assurer cet encadrement ponctuel avec les conditions financières qui vous ont été détaillées et bien évidemment que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. La convention de partenariat entre notre commune et le Collège des Pays de Sorgue. Donc, Eliane, tu as également la parole. Merci. Merci.
Donc c'est une convention qui est faite chaque année, donc rien ne change. Donc l'espace jeunesse est une structure municipale qui gère à travers des activités socio-éducatives un public jeune taurois de 11 à 17 ans, afin d'atteindre également les collégiens du Thor qui ne fréquentent pas la structure. L'espace jeunesse intervient au sein du collège en mettant en place des activités péréducatives lors des pauses méridiennes, mais aussi au travers d'autres actions mettant en lien les animateurs et les collégiens dans la réalisation d'un projet à thème. Les modalités de ce partenariat sont définies dans le cadre d'une convention annuelle entre la commune et le collège des Pays des Sorgues. Il convient donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour l'année 2020-2021. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien, Eliane. Y a-t-il des questions sur cette convention? Donc, je vous propose d'en délibérer et de m'autoriser à signer la convention de partenariat entre l'espace jeunesse municipal et le collège des Pays de Sorgues, ainsi que tous les actes afférents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, l'ensemble des rapports ont été vus. Alors, 2-3 informations et puis réponse à la question qui avait été posée préalablement au précédent conseil. Donc, la première information que je veux vous donner, suite à une intervention et une question de M. Tatarenko concernant le règlement intérieur au dernier conseil municipal. Nous avons étudié attentivement, d'une part, ces remarques et d'autre part, l'état de la jurisprudence. Alors, la jurisprudence est un peu équilibrée, à savoir qu'il y a des jurisprudences qui sont favorables à la possibilité pour l'opposition d'intervenir sur le réseau sociaux, Facebook principalement, mais sociaux. C'est ce que vous aviez souligné, M. Tatarenko, mais il y a aussi des jurisprudences qui n'y sont pas favorables. Donc notre point de vue est de dire qu'aujourd'hui, la communication va évoluer d'une façon générale, pas spécialement chez nous, vers des outils dématérialisés plus que vers des outils écrits. Et donc il faudra bien prendre en compte, je dirais, cette évolution pour que l'opposition puisse, je dirais, intervenir, répondre. Donc, nous avons prévu de vous présenter au prochain conseil municipal du mois de novembre une modification du règlement intérieur qui prendra en compte cette modification. Bon, donc, c'est ce que je vous annonce au prochain conseil du mois de novembre, celui de décembre étant principalement consacré au budget d'orientation budgétaire, au débat d'orientation budgétaire. Donc, deuxième information que je veux vous donner, qui traite du Covid. Bon, nous ne sommes pas exonérés, bien évidemment, du Covid. Il faut savoir que depuis l'origine, depuis mars et spécialement depuis septembre-octobre, nous avons eu 2 personnes, agents de la collectivité, qui ont été atteintes du Covid, sans du tout qu'il y ait eu de perturbations et de contamination avec les autres personnes des services. Toutes les précautions ont été prises, les gens ont été testés, etc. L'une est revenue au travail, l'autre, comme elle est asymptomatique, elle continue à travailler en télétravail. Bon, voilà, donc les choses sont dans l'ordre et sécurisées. Deuxièmement, nous avons remis en place la possibilité de télétravail en discussion avec chacun des agents, et un certain nombre de personnes ou de services vont travailler de façon échelonnée en télétravail. Par exemple, il y en a 2 qui travailleront en télétravail, alors 2 seront en présentiel. Elles se retrouveront un mercredi matin et 2 autres basculeront en télétravail le jeudi et le vendredi. Donc les choses sont, je dirais, assez cadrées, mais nous sommes très attentifs. Nous avons réalisé les investissements qu'il fallait, non seulement en masque, mais également en plexiglas, et nous sommes attentifs à ce que les gens respectent, parce qu'au bout d'un moment, dans un bureau, tout va bien, on enlève le masque. Donc nous tournons pour attirer l'attention, je dirais, des personnes. Donc voilà, donc c'est pas des choses faciles, mais bon, nous avons été amenés à prendre, vous l'avez vu, des décisions en ce qui concerne la suppression
d'un certain nombre d'animations, de festivités. Donc, les salles municipales ne peuvent pas être réouvertes au public. Donc, c'est ainsi que la fête des centeniers, c'est ainsi que la fête de la biodiversité, c'est ainsi que Halloween. Ce sont des manifestations qui sont aujourd'hui annulées. Je n'ose pas dire reportées parce que on ne sait pas quand est-ce que ce Covid va se calmer. Donc, elles sont pour l'instant annulées. Donc, nous le regrettons fondamentalement, mais je pense que c'était la sécurité qui nous a fait prendre ces décisions. Donc, préalablement au dernier conseil municipal, une question nous avait été posée, mais dans des délais trop courts pour que nous puissions y répondre, qui concernait l'état d'avancement et le calendrier des travaux. Donc, c'est Mme Agoguet qui avait posé cette question. Donc, je vous apporte la réponse qui a déjà été publiée sur le réseau Facebook de la commune. Mais donc, la maison Place du Fer à Cheval, dit maison Ribéry, puisqu'elle appartenait autrefois à la famille Ribéry. Donc, la livraison aura lieu le début de l'année 2021. Donc, on est à la fin de la pose de la toiture et l'installation des WC publics va avoir lieu très prochainement. La maison des médecins, la démolition s'est terminée. Les phases de terrassement également, les dalles ont été coulées et donc la livraison est prévue en début d'année 2021. Le cœur de ville, nous en avons beaucoup parlé tout à l'heure, mais on peut dire que la première tranche, il est prévu une ouverture courant novembre, après la pose du tapis final de l'enrobé. Je parle sous le contrôle de Lionel, bien évidemment. La phase numéro 3, donc cœur de ville. Donc la fermeture de la rue Gustave Roux est pas encore opérationnelle. Voilà, elle va être opérationnelle fin octobre. Et donc nous prévoyons une fin des travaux plutôt en janvier 2021. Le parking Gambetta, qui est un chantier terminé, c'est un parking, comme vous le savez, qu'on a voulu réserver à tous les gens qui mettaient des voitures ventouses sur la place du Chasselas, c'est-à-dire les agents de la mairie, ceux du CCAS, le personnel de l'EHPAD et le personnel enseignant de la passerelle et de la Garance. Et nous allons prochainement mettre en place le contrôle d'accès. Voilà. Il est aujourd'hui quelquefois un peu utilisé par les parents d'élèves le matin, mais ça a l'air de bien fonctionner. Le clubhouse de tennis, l'aménagement, donc les travaux ont démarré. Ils sont en cours, excusez-moi, et la livraison est prévue pour le mois de décembre. Le réfectoire, les terrains de tennis couverts, la réhabilitation du parking est terminée, le début de démolition, je dirais, a eu lieu, et le début des travaux a été opérationnel cette semaine, et il est prévu une livraison fin mars 2021, fin mars, début avril. Tout ça, tout ce que je vous donne en date, bien évidemment, est sujet aux intempéries, aux aléas du Covid. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais si les choses se déroulent normalement, les dates que je vous ai annoncées seront respectées. Et puis, nous réalisons un certain nombre de travaux de voirie d'hiver, un plateau ralentisseur route d'Orange, l'accès du quai pour le canoë-kayak et divers entretiens de route qui sont en train de se dérouler. Voilà les informations en réponse à la question qui avait été posée, que je voulais vous communiquer. Donc ce conseil municipal est terminé. Le prochain a lieu le mardi 24 novembre 2020 dans cette salle. Voilà. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Très bonne soirée à tout le monde. Je vous remercie de venir signer aussi le registre des délibérations du mois dernier, s'il vous plaît. N'oubliez pas.